Une nouvelle semaine vient de s'écouler en bourse. De nouvelles boîtes ont donné leurs résultats. Certaines ont eu des résultats excellents et l'action s'est effondrée. Je pense notamment à Palantir ou Fortinet, par exemple. Alors que d'autres entreprises ont eu des résultats plus que moyens et l'action a fait plus ou moins du surplace, ne s'est pas trop effondrée. On a également des boîtes comme Zetis qui se sont bien cassées la gueule avec des résultats compliqués. Donc on va aller noter tout ça aujourd'hui. Donc j'ai préparé différents résultats qu'on va regarder, Fortinet, Novo Nordisk, qui sont des boîtes que je suis de près. Et on va également regarder les résultats des autres entreprises pour les classer. Si je pense qu'à partir d'aujourd'hui, elles pourront surperformer, sous-performer les indices, ou alors je les mets plutôt à la poubelle parce que les fondamentaux ne sont pas terribles. Donc on va commencer avec Novo Nordisk, qui est la boîte qui a fait beaucoup parler parce qu'ils ont baissé les guidance, ils ont changé de PDG. On a Eli Lilly qui chez eux, on a l'impression que tout va sur des roulettes, tout se passe pour le mieux. Et pour Novo, c'est beaucoup plus compliqué. On a en plus de ça Donald Trump et l'administration américaine qui veulent limiter les prix sur les traitements contre l'obésité, ce qui est là où il y a la plus grosse marge de progression pour Novo. Donc là, on a eu les résultats avec le premier PDG. Et globalement, on a eu ce à quoi on pouvait s'attendre. On a des profits opérationnels qui ont augmenté de 10%. Ce qui est pas mal, mais c'est pas ce qu'on disait. Hein. Novo, à la base, c'était des 20% par an. On a eu un CA qui a augmenté de 15%, donc c'est pas mal. OK. Et là, il nous explique qu'il y a eu un one-off restructuring cost d'environ 9 milliards de couronnes danoises, qui est lié à la transformation qui est en train d'être faite dans l'entreprise. Et donc, si on ajuste à ça, c'est pas 10% de croissance qui aurait eu, c'est 15% en couronne danoise. Et si on prend avec sans l'effet des devises, ça aurait été 21%. Maintenant, il y a un problème là-dessus, c'est que j'ai du mal à croire que ces 9 milliards, ce soit un one-off. Alors peut-être pas 9 milliards en entier, un one-off, mais peut-être qu'il il restera 2-3 milliards qui continueront d'être là au prochain trimestre ou dans 2 ou 3 trimestres, parce que je ne pense pas qu'en un trimestre, ils aient fait toute la restructuration. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait encore une fois une ligne de ce type qui apparaisse dans les prochains trimestres. Donc là, le mettre en one-off, ce serait peut-être en one-off, mais mis sur toute l'année. C'est-à-dire cumuler tous les trimestres sur toute l'année. Là, pourquoi pas? Parce que là, ça laisse entendre que c'est mieux que prévu, enfin, que c'est pas si mal que ça. 21% de croissance du bénéfice opérationnel, c'est pas si mal que ça. Alors qu'en réalité, on n'est jamais à ces 21% parce que ces 9 milliards, ils seront encore là. Ils seront peut-être pas autant, peut-être que ce sera même plus au prochain trimestre, mais ils seront encore là. Ils ont renouvelé leur guidance, enfin, j'ai l'impression même encore une fois baissé. Ils s'attendent à une croissance entre 8 et 11% et des bénéfices opérationnels entre 4 et 7. Donc si là, ils ont eu ce 21%, enfin, ce 10%-là, ça veut dire que la croissance pour le prochain trimestre semble être très problématique. Et on le voit, Novo a baissé suite à l'annonce des résultats. On a aujourd'hui déjà, ça perd 4%. Les résultats ont été annoncés, je crois, le 5. Ça a perdu 5% à la journée. Et puis là, depuis là, on a déjà perdu 8% depuis ces moments. Donc, la raison, ça aurait pu perdre encore plus. Hein, la raison pour laquelle ça n'a pas perdu plus, c'est que l'action est déjà massacrée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de valorisation à aller effacer encore sur l'entreprise tellement elle a été massacrée. Mais là, les résultats ne sont pas encore encourageants. Alors, si tu as du nouveau en portefeuille, à part si tu as une super opportunité se présente et que tu n'as pas de cash, faudra peut-être réallouer ton capital, mais on n'a pas encore de raison de vendre dans la mesure où on a toujours de la croissance, c'est globalement géré correctement. Il faut laisser plus de temps au nouveau PDG, là ça fait qu'un trimestre, donc il n'y a pas grand-chose. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont perdu des parts de marché. Donc dans le marché du diabète, ils ont perdu 2,3%, donc ils sont toujours les premiers sur le marché, mais ils ont perdu des parts de marché. Diabète, obésité, pareil. Obésité, pareil. Ils perdent des parts de marché. Ok, ils sont en train de perdre des parts de marché. Ce qui va les sauver potentiellement, c'est les médicaments oraux. Est-ce que j'ai noté? Je suis en train de vérifier si j'ai noté d'autres choses sur l'earning report. Non, j'ai rien noté plus. Ce qui pourrait les sauver, c'est de passer sur des seringues à des piles, je sais pas comment dire, des médicaments oraux. Ça pourrait potentiellement les sauver. Mais là, alors ça devient pas de plus en plus compliqué. Même avec 10% de croissance, ça peut le faire. Hein. Si on regarde là, on va prendre nouveau, faire la bourse de Copenhague.
Alors, si on va valoriser ça, voyons, hop, on est 111 milliards. On va se mettre ici. On va rester avec les 111. Si on prend ici seulement 10% de croissance et un PER de 15, on fait du potentiellement 17%. Maintenant, admettons que les 10% de croissance soient compliqués à aller chercher, qu'on aille plutôt chercher du 7%, on fait du 14%. Là, le marché, il estime que Novo va être capable de grossir de 5% par an. 5% par an de croissance. Les bénéfices par action. Je pense que c'est largement faisable. Okay, je pense que c'est largement faisable. Là, pour le moment, ça tient. Les 5% sur 5 ans, hein, par an sur 5 ans, c'est largement faisable. Donc, en termes de pure valorisation, c'est assez bas. C'est assez bas. Le marché ne s'attend vraiment pas à grand-chose. Donc, c'est dans ces moments-là où il y a potentiellement quelque chose à aller chercher. Maintenant, ça reste le domaine pharma. Donc, je peux comprendre que certains soient plus craintifs là-dessus. Et ça s'entend. Et honnêtement, c'est tout à fait normal. Si on regarde l'évolution du net income, on a eu quand même une belle accélération, surtout accélération à partir de 2023. Et là, on a une société qui subit un petit peu cette grosse accélération qu'elle a eue et qui risque d'être un peu plus stable là pour les années qui vont arriver. Il faudra un an ou deux, avoir beaucoup moins de croissance, beaucoup moins explosif. Et le marché avait vraiment valorisé beaucoup la boîte. À ce moment-là, là, ce qu'il faut remarquer, c'est que le PER de nouveau était monté à 38 fois les bénéfices, là où la médiane est plutôt à 23. Donc là, on redescend à 11 fois les bénéfices. Si vous vous rendez compte, 11 fois les bénéfices, 11,7 fois les bénéfices, ça n'a jamais été aussi bas. Ça n'a vraiment jamais été aussi bas dans l'histoire pour une boîte qui continue de grossir plus ou moins de 10% par an. Donc 11 fois les bénéfices pour une boîte plus ou moins flat, où il n'y a que les dividendes qu'on va viser. Non, là, on est grossi de entre 7 et 10% par an. C'est vraiment pas cher. Donc, pour quelqu'un qui, surtout si on regarde l'évolution, on va regarder rapidement l'évolution des chiffres d'affaires, de voir que quand même le chiffre d'affaires évolue de façon assez stable. Le seul point que j'aime pas trop sur le rapport qu'on a eu là, c'est qu'ils n'ont pas fait de buybacks. Maintenant, ils n'aiment pas trop, oui et non. Pourquoi j'aime pas trop? Parce que, vu la valorisation, ça aurait pu être intéressant de faire des buybacks. Mais après, d'un autre côté, ils sont en pleine restructuration, donc ils ont peut-être mieux à faire du cash que des buybacks. Donc, nouveau, je vais le mettre en neutre. Pourquoi je le mets en neutre? Moi, je le mettrais, si ça tenait qu'à moi, je le mets en surperform. Maintenant, pour des personnes qui... c'est le domaine pharma. Le domaine pharma, c'est un domaine qui est compliqué. C'est un domaine dans lequel je pense que c'est plus casse-gueule qu'autre chose. On a plus de chances de se rétamer qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je n'augmente pas ma position sur Novo. C'est pour ça que je continue pas d'investir. C'est parce que je préfère rester plus ou moins neutre pour cette boîte et voir comment ça va évoluer. Maintenant, quelqu'un qui s'y connaît bien en pharma, qui pense que Novo peut redresser et peut repartir sur une croissance supérieure à 10% par an, puis même s'il reste sur une croissance à 10% par an, c'est juste que ça va prendre du temps que le marché s'adapte à ça. Et c'est possible qu'il surperforme. C'est fort possible qu'il surperforme, mais je préfère le mettre du côté neutre. On va passer sur FICO maintenant. Donc FICO qui a donné ses résultats. Suite à l'annonce des résultats, l'action, c'était assez étrange ce qui s'est passé avec FICO. C'est-à-dire qu'on a eu les résultats, on va se mettre ici sur 5 jours, on a eu les résultats, ça a complètement chuté de 7% pour ensuite reprendre 15% dans la foulée. Ça a fait pouf pouf, une baisse, ça a laissé ça remonter. Il y a eu pas mal d'entreprises qui ont eu ce truc-là. On a eu Fortinet qui a eu plus ou moins pareil. Donc, c'est pas forcément ultra justifié. Alors FICO a clôturé son exercice fiscal de 2025 avec un T4+, dépassant ses propres prévisions sur l'ensemble des métriques. Chiffre d'affaires plus 14%, bénéfices par action plus 18%. Extraordinaire performance du segment Score qui a augmenté de 25%, qui bénéficie de forte hausse des revenus hypothécaires qui sont en hausse de plus 52%. En revanche, le segment software est stable avec une croissance de l'AR de la plateforme plus 16%, ralenti, mais des prises de commandes record. Donc, le management a une confiance marquée en témoin de la guidance de 2026 très optimiste avec une croissance des chiffres d'affaires de 18%. Le point stratégique majeur est le lancement du programme de licence directe pour les scores hypothécaires, une manœuvre habile pour répondre aux pressions réglementaires, tout en créant un modèle de tarification à la performance. Donc on peut voir les chiffres d'affaires, on peut voir que le CA augmente de 14%, mais le bénéfice net par action de 18%. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté, ils ont racheté des actions, le nombre d'actions en circulation a diminué. On a plus ou moins pareil là pour le free cash flow, qui lui augmente de 22%. Donc le free cash flow par action, lui, ça va être plus du 25-26%. Donc super performance là-dessus.
Donc là, on a le détail des différents scores. OK. Les RR de la partie plateforme ont augmenté de 16%, donc ça c'est pas mal. Dans les guidance pour 2026, c'est une croissance de 18% pour le chiffre d'affaires, 26% de croissance pour le bénéfice par action et 28% pour le bénéfice par action qui est non gap. Donc c'est assez exceptionnel. Il y a ce qui est prévu pour l'année prochaine. L'interprétation, donc, le ton est très optimiste. Le management guide une croissance encore plus forte que celle qui avait été atteinte en 2025. Cette confiance semble reposer sur la nouvelle tarification des scores, y compris hors hypothèque, et sur l'accélération attendue de l'AR software suite aux commandes records. Le management reste conservateur, notamment sur le rythme d'adoption du nouveau modèle de tarification hypothécaire et sur l'impact de la suppression des trigger leads. Comme l'an dernier, la direction indique que les initiatives de prix pourraient avoir un impact additionnel au-delà des shield needed. C'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement augmenter les prix pour aller chercher encore plus de choses. Le FICO Mortgage Direct License Programme, c'est le changement stratégique majeur. FICO va permettre aux revendeurs de trimerge comme Zactus, première signataire, de calculer et distribuer les scores FICO directement, contournant ainsi partiellement les 3 grands bureaux de crédit qui sont aussi leurs concurrents via le Vantage Score. Donc ça, c'est quand même le gros truc, c'est qu'ils vont pouvoir vendre directement sans passer par les grands bureaux de crédit. Et ça pourra avoir un énorme avantage pour FICO et d'aller chercher de la belle croissance. Donc on a un double modèle de prix par score, donc $10 par score, par performance, $84,95 par score, plus un funding fee, donc une commission à la clôture du prêt. C'est une réponse directe aux appels de la fédérale. Oui. En gros, c'est les trucs des régulateurs, quoi. Et donc là, le modèle de tarification pourrait être intéressant. C'est assez smart de bien réduire le prix à l'entrée, mais de derrière chercher à avoir une commission sur la fin du crédit, parce que si le score de crédit est relativement faible, ben la commission sera plus élevée à la fin du score de crédit. Si le score est normal, et ben la commission sera un peu plus faible. Il y a de quoi aller chercher potentiellement de la valeur derrière. Dynamic Software, la direction a reconnu le ralentissement de la croissance, l'attribuant à des réductions d'usage chez certains clients. Cependant, elle a immédiatement pivoté sur le record absolu des prises de commandes utilisées comme logiciel principal. Le ton des années des régulateurs est nettement plus constructif que lors du trimestre précédent. La direction mentionne des conversations constructives et des tweets favorables des directeurs. Elle reste confiante que FICO sera finalement implanté par les GSE et le pricing power porté sur la piste de tarification à long terme. Win Lansing a été clair. Nous continuons de croire qu'il existe un très large écart de valeur entre ce que nous facturons et la valeur de score fourni. Nous allons combler cet écart de valeur. Donc, clairement, ils vont continuer d'augmenter les prix. C'est vrai, quand tu payes 10 balles, 20 balles pour le FICO Score, qui est probablement le score le plus important pour obtenir un crédit, sur un processus de mortgage qui coûte des milliers de dollars potentiellement, c'est rien du tout le FICO Score, c'est absolument rien, donc c'est normal. On va aller regarder rapidement les points négatifs. Donc tout ça, c'est des trucs de base sur FICO. Donc les ralentissements de l'AR software, ok, bon, ça reste à croire aussi quand même, mais c'est un ralentissement, c'est pas le segment principal, mais il est quand même présent. Et l'incertitude du nouveau modèle, le management admet que la répartition des clients entre les deux modèles de tarification hypothécaire, donc 10 plus commission, quoi, enfin 4,95 plus commission, est une inconnue et crée de l'incertitude sur la saisonnalité des revenus. Ok, donc là, pas grand chose à dire. Dans la conclusion, ce trimestre renforce la conviction à atteindre un investissement long terme. La performance financière et la guidance est exceptionnellement forte. La faiblesse relative à la croissance du segment software est un point de vigilance à court terme, mais elle est plus que compensée par 2 éléments. La prise des commandes, qui est record sur ce même segment et qui suggère une accélération à venir, et le pivot stratégique majeur sur le segment score, licence directe et tarification à la performance, qui démontre une agilité managériale remarquable, renforçant le moat et ouvre un nouveau chapitre de monétisation. Donc là, pour le coup, FICO, c'est bien amélioré. On va aller regarder ça. Le prix de l'action, forcément, il repart. Hein. Depuis le début de l'année, on est quand même en baisse de 15%, mais on a quand même bien rebondi par rapport au plus bas. Et là, on est à plus, un peu plus 30, plus 40% depuis les plus bas. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. En termes de valorisation, on va regarder, on voit que le business est quand même pas du tout cyclique. On a eu, là, bon, c'est pas encore à jour, mais on a de la croissance. Si on regarde la valorisation, alors à quoi s'attend le marché? On va prendre directement en free cash flow par action. Alors, il faut que je mette à jour peut-être le free cash flow.
Je vais vérifier si je l'ai bien mis à jour, 748. Je pense que je l'ai mis à jour. Je suis assez certain. Ouais, il est bien mis à jour. Donc là, si on a un price sur free cash flow de 30, le marché estime qu'il faudrait, pour faire du 13% par an, il faudrait du 27% de croissance du free cash flow par action par an, avec un price sur free cash flow de 30. C'est pas impossible à avoir, mais ça laisse quand même très peu de marge de sécurité. Ça laisse très peu de marge de sécurité. Alors, en termes de marge de sécurité, ici, je me mettrais plutôt à 20 ou 22 éventuellement. 20, 22 et un price sur free cash flow à 27. Ça fait que le juste prix serait autour de $1,270, $1,300. Honnêtement, à 1,300, entre 1,300 et 1,400, je rentre. Je pense que je pourrais commencer à ouvrir une position aux alentours de $1,450, une demi-position. Ensuite, si on passe en dessous des $1,400, je rentrerai parce que le moat est complètement dingue. Malheureusement, aujourd'hui, c'est cher. Est-ce que je pense que ça va sous-performer? Pas forcément, hein, pas forcément. Donc, je le mets entre neutre et sous-perform. Parce que on est quand même cher, hein, on est quand même cher. Le marché s'attend à des belles attentes. Si on reste sur cette perspective-là, on est plutôt à 7% de croissance, de performance estimée. Donc, il y a quelque chose à faire, mais c'est un peu cher pour le moment. Je le mets en sous-perform, ça pourrait rentrer en neutre, mais je vais être plus, on va dire, plus mesuré dessus et je le mets en sous-perform. Alors, on passe à la société suivante qui va être Arista Network. Donc, résultat quand même très bon pour Arista Network. Hop, on va aller regarder ça. On a eu l'action annonce des résultats, l'action qui baisse de plus ou moins 7% et depuis, elle a repris plus ou moins 1%. Donc, c'est plus ou moins en baisse. Là, la baisse, je l'estime principalement due à la valorisation d'Arista Network. C'est majoritairement ça qui fait que l'entreprise est en baisse parce que la valorisation avait réatteint des niveaux. On avait bien baissé au début de l'année. Là, on réatteint des niveaux qui sont quand même assez élevés pour cette entreprise. Et je pense que c'est principalement dû à ça qu'on a eu une correction. Si on regarde les résultats, a publié un troisième trimestre exceptionnellement solide, confirmant la trajectoire de croissance transformatrice identifiée au trimestre numéro 2. Les résultats ont dépassé les attentes avec un CA en hausse de 27,5%, un bénéfice par action de 25%. Donc, ça veut dire une légère réduction des marges. Le management a de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble des NSN, anticipant désormais une croissance entre 26 et 27%, contre 25% de croissance au T2 et 17% au T1. Donc là, vous voyez quand même 10%, enfin pas 10% de plus, mais c'est beaucoup plus que ce qui était estimé. Et plus important encore, la société réaffirme sa prévision de croissance de 20% pour 2026, mais sur une base 2025 plus élevée, en disant désormais 10,65 milliards c'est quand même pas mal. La dynamique de l'IA est le moteur principal avec un objectif de 1,5 milliard pour 2025 et 2,75 pour 2026. Le ton du management est confiance, stratégique et axé sur l'exécution durable. Donc, le chiffre d'affaires en hausse de 27%, bénéfice net en hausse de 25%, bénéfice par action en hausse de 25%, les marges, légère baisse par rapport au trimestre précédent, mais hausse par rapport au premier trimestre. Ok. Les marges opérationnelles, légère baisse par rapport au trimestre précédent, mais hausse par rapport au premier trimestre. Et des marges opérationnelles qui sont quand même très intéressantes. Arista maintient une rentabilité opérationnelle extraordinaire, tout en absorbant une croissance explosive, démontrant un levier opérationnel et une discipline exceptionnelle. Les guidance, on vient de les lire. Stratégie data center articulée à stratégie comme couverture complète de l'écosystème, client to campus to cloud data and AI data center. En gros, ils sont faits pour les hyperscalers. C'est-à-dire leurs produits, ce qu'ils ont en place, c'est conçu, c'est pensé, c'est fait pour les hyperscalers, pour d'ailleurs Microsoft et Meta, c'est les deux plus gros clients qui représentent une belle partie du chiffre d'affaires. Donc c'est fait pour ça. En plus de ça, ils ont l'écosystème qui est ouvert. Le management insiste fortement sur son rôle de partenaire ouvert, citant les standards UEC Ultra Ethernet Consortium et USUN Ethernet for Scale-up Network. C'est un positionnement stratégique clair face aux solutions propriétaires qu'il y a majoritairement là-dedans. La gestion de la décélération interrogée sur un prétendu ralentissement de la croissance séquentielle pour 2026. PDG a balayé l'inquiétude. Je n'aime pas le mot décélération. Nous parlons de très gros chiffres. Elle a attribué la volatilité trimestrielle à la logistique, supply shipment, et non à un problème de demande, citant des délais de livraison encore longs entre 38 et 52 semaines. Donc les problèmes qu'ils auraient pu avoir avec tout ça, c'est majoritairement dû à de la logistique plus lente, plus qu'à un problème lié directement à la demande. Donc les points positifs, c'est la confirmation de la dynamique IA, la rentabilité, la visibilité d'exécution, le renforcement du management et la clarté stratégique. Ok.
Le point négatif, c'est la pression sur la marge brute qui commence à se faire ressentir. La marge brute pour le TRI 4 à 62-63% est en baisse par rapport aux 65%. Donc, le management a eu un mix de produits défavorables qui ont des marges plus faibles. C'est un point à surveiller, bien que globalement logique. Les livraisons, ça c'est problématique. La concentration client par les cloud and AI Titan, ce qui crée un risque de concentration, bien que ce soit actuellement une force. Actuellement, c'est une force parce qu'ils dépensent tous massivement en CAPEX, mais le jour où ils dépensent beaucoup moins en CAPEX, Arista risque d'en payer le prix. Ça risque d'être assez compliqué pour cette entreprise. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça, en fait, tout dépend de combien de temps vous estimez que les clouds et les AI Titan vont continuer de dépenser autant en CAPEX. Et ensuite, la concurrence Whitebox, le management doit constamment justifier sa valeur ajoutée par rapport aux solutions Whitebox, ce qu'il fait via la stratégie Blue Box, mais la pression sur les prix reste un risque endémique. Donc là, pareil, la pression sur les prix, c'est plus pour entrer dans des plus petits marchés. Honnêtement, ça, l'allocation du capital, j'ai été très surpris par Arista Networks cette année. Je ne m'attendais pas à ça, parce que c'est une boîte plus axée tech, tout ça, mais ils ont été excellents, parce que grâce au flux de trésorerie, ils ont fait des rachats d'actions de 787 milliards et une nouvelle autorisation de 1,5 milliard dans les trimestres précédents, là où l'action avait beaucoup chuté. Si on regarde Arista sur l'année, on a eu la baisse ici, et pendant cette baisse, ils ont fait des rachats d'actions très malins, et là, ils n'en ont pas fait de nouveaux. C'est-à-dire, dans les nouveaux trucs, ils n'ont pas fait de nouveaux rachats d'actions. Donc là, pour le coup, ça a été très très bon comme résultat. On voit, hein, c'est noté 89 sur margin, donc on a une croissance qui est super bonne. La dette, il n'y en a pas. Les marges sont excellentes. La rentabilité est excellente également. L'allocation, on n'a pas beaucoup de stock-based compensation pour une boîte qui est entre guillemets axée tech un petit peu. Les capex to operating cash flow sont assez faibles aussi, donc c'est très 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 bonne boîte. Si on regarde maintenant les ratios, on va prendre le price sur free cash flow. On avait bien baissé, alors on n'a pas la nuque qu'il y avait juste avant, la grosse baisse, mais on a bien baissé. La médiane est à 37, là on a 41. Donc ça va être compliqué d'aller chercher une médiane à 37. Si on se met sur 20 ans, pareil, médiane à 37. Donc on va aller regarder l'estimation qu'on peut en faire, 4,4 milliards pour le free cash flow. Alors, quelle est la valorisation? Donc aujourd'hui, avec ça, c'était mon estimation de valorisation de base. Donc si on peut être un peu moins conservateur et passer à 17 ici, c'est que la fair value serait autour de $115. Donc on est élevé, hein, on est aujourd'hui à 135, il faudrait une baisse de 15%. Donc on est trop cher. Maintenant, pour le marché, ce qu'il estime, c'est une croissance à l'heure actuelle, le marché estime une croissance de 21% du bénéfice net par action, enfin du free cash flow par action, ce qui me semble faisable. C'est-à-dire que Arista, à l'heure actuelle, c'est faisable. Pourquoi je les mets, moi, en sous-performe? Pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas sûr que pendant les 5 prochaines années, ça va être soutenable de tenir une croissance du free cash flow par action de 20% par an. La raison est que je ne suis pas sûr que dans 5 ans ou dans 4 ans, on ait les hyperscalers qui continuent à dépenser autant. Il n'y a rien qui nous garantit ça. Ils dépensent beaucoup des hyperscalers. Ils ont du mal à s'implémenter dans les autres marchés. Donc ça peut être problématique. Je trouve que c'est surtout aussi, ça ne laisse pas suffisamment de marge de sécurité. Avec les marges de sécurité, moi, je mettrais plus au moins 15 ou 17 ici. Et donc là, il faudrait une baisse de 20% encore pour arriver à une fair value. Donc là, ça me semble, ça n'est juste pas beaucoup de marge de sécurité. C'est pour ça que je le mets en sous-performe à la valorisation actuelle. Mais comme pour FICO, il y a un monde où on passe plutôt en neutre, hein, où ça va plus ou moins suivre le marché parce que on n'est pas aberrant. C'est-à-dire, on n'est pas dans une survalorisation qui est complètement aberrante, qui est complètement loin de la réalité. Il y a un monde où ça peut potentiellement faire quelque chose de sympa. On passe à l'entreprise suivante, ça va être Airbnb. Donc pour Airbnb, alors comment l'action s'est comportée? L'action, suite à l'annonce des résultats, baisse de 6-7%. Depuis le début de l'année, moins de 10%. Et c'est une action qui, depuis qu'elle est publique, depuis 2020, sous-performe largement. Elle fait moins de 15%, là où le marché a fait plus 100%, un peu plus de plus 100%. Airbnb, alors c'est un trimestre promu, dépassant les attentes et démontrant une accélération de la croissance. Les indicateurs clés, nuit, siège réservé, plutôt accéléré par rapport au T2, porté par une force notable sur le marché américain. Un renversement de la tendance plus douce observée, ainsi que par le succès de nouvelles
Ok. Le chiffre d'affaires en hausse de 10% par rapport à l'année précédente. L'annuité de 9%. Valeur brute des réservations en hausse de 14%. C'est bien. Bénéfice net stable par rapport à l'année précédente. Ce chiffre inclut un impact négatif non cash de 113 millions lié à une nouvelle provision pour dépréciation d'actifs et impôts différés suite au changement de la loi fiscale, la One Beautiful Big Bill, là. Le free cash flow 4,5 avec une marge de 38%, c'est pas mal. Marge d'EBITDA ajustée à 50%, donc baisse des marges par rapport à l'année dernière. Ça, c'est pas terrible. La guidance, c'est une croissance du chiffre d'affaires entre 7 et 10%. C'est pas terrible. Ok, là-dessus, on va regarder Airbnb. Si on regarde les chiffres, Airbnb, c'est une boîte que je n'apprécie, donc que je ne veux pas en portefeuille. Moi, je suis plutôt sur Booking. Je préfère largement Booking. On le voit ici, hein, croissance 38, efficiency 39, allocation 25. Il n'y a que la dette qui va bien, où la dette est relativement bien gérée. Sinon, on peut voir ici que on a une belle croissance du chiffre d'affaires, mais derrière, est-ce que ça se traduit en bénéfices opérationnels? Et les bénéfices opérationnels, on a de la croissance, c'est bien, hein, mais c'est quand même un peu moins régulier. L'entreprise est encore jeune par rapport à ça. On a des marges opérationnelles qui sont correctes, mais c'est encore assez jeune. Si on regarde la rentabilité de l'entreprise, on a un bon ROCE, on a un bon ROIC. Donc c'est une boîte qui est en passe de devenir quelque chose potentiellement intéressant, mais malheureusement avec une croissance à 10% d'estimé, ça va pas être, c'est pas top. C'est pas top. Si on regarde maintenant la valorisation, c'est une boîte qu'on paye 17 fois le free cash flow, donc c'est pas excessivement cher. Pour une boîte qui grossirait plus ou moins 10% par an, 17-20 fois le free cash flow, ça se joue. Ok, donc on va se mettre. Alors, Red General, on se met à 20 ici. Alors, quel est le free cash flow qu'on a actuellement? 4 milliards 285. Donc là, si on grossit 10% par an et qu'on a un price sur free cash flow de 20, on pourrait faire potentiellement du 13% par an avec Airbnb. Ce qui n'est pas dégueulasse, ma foi. Maintenant, le truc que je voulais voir, c'est est-ce qu'ils rachètent leurs actions ou est-ce qu'ils diluent les actionnaires? Donc, ils ont tendance à diluer les actionnaires. Alors, depuis 2 ans, ils rachètent des actions, mais jusqu'à présent, ils les avaient diluées. Et là, en 2022, ils ont commencé un programme de rachat d'actions, ce qui est pas mal du tout. Ils rachètent 2% par an. Donc, le 10% ici de free cash flow par action, la croissance de 10% par action, de free cash flow par action est possible. Moi, Airbnb, pour le moment, je le mets poubelle. Je le mets poubelle parce que les chiffres sont trop jeunes, l'entreprise est trop jeune et rentable depuis trop peu. C'est un secteur qui est très concurrentiel. Booking s'en sort également très bien là-dedans, a plus d'historique, plus d'historique de succès. Donc Airbnb, je le mets poubelle pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise boîte. C'est-à-dire que si vous croyez au futur d'Airbnb et que vous pensez qu'ils ont un avantage compétitif durable, on peut se mettre en surperformé parce que la valo est quand même correcte. Moi, personnellement, par rapport à mon style d'investissement, à ce que je recherche sur le marché, Airbnb, c'est poubelle. On passe à l'entreprise suivante, ça va être Pfizer. Donc Pfizer qui ont eu des résultats plus ou moins solides, ok. Si on se met ici. Et Pfizer, c'est pas une boîte que je suis particulièrement. Je l'ai fait parce que je l'ai souvent dans les commentaires de mes vidéos. Je sais que certains d'entre vous sont intéressés par cette boîte. Mais c'est une boîte que je suis pas vraiment. On a eu une baisse suite à l'annonce des résultats, 3%, et ensuite c'est reparti. Enfin non, la baisse de l'annonce des résultats ici, moins 2%, et là c'est plus ou moins stable. Depuis le début de l'année, ça fait du surplace depuis, ça performe plus du tout depuis après Covid, disons, parce qu'ils se prennent le retour de bâton, disons, de tout ça. Globalement, on va aller rapidement dire ça, on voit une baisse du chiffre d'affaires en baisse de 7% en opérationnel. Ok, donc c'est le portefeuille Covid qui vient bouger ça. Ils ont des guidance qui sont plus ou moins corrects. Ok, mais pas beaucoup de croissance. Le ton est confiant. La direction montre des noms de la force dans le portefeuille de base et l'efficacité de réduction des coûts, compensant largement la faiblesse attendue de la franchise Covid et des nouvelles charges de BD. L'accord avec le gouvernement américain apporte une plus grande clarté et un élément qualitatif majeur pour le futur. L'accompagnement, c'est le point le plus important. Il naît l'incertitude sur 2 fronts politiques critiques, la tarification et les tarifs douaniers. Pfizer obtient une période de grâce de 3 ans sur les tarifs en échange d'investissements dans la production aux États-Unis. La bataille avec Metsera, qualifie que ils se battent avec Novo Nordisk actuellement pour acquérir cette boîte. Ils disent que Novo Nordisk, c'est une violation des lois antitrust. Ils font en sorte d'acquérir eux et ça part en surenchère qui pourrait potentiellement devenir un petit peu dangereuse. Dans les points négatifs,
la baisse suite à la pandémie, de tous les traitements. Le risque d'exécution sur le dossier Metsera, l'issue de leur bataille juridique à nouveau est un risque binaire pour la nouvelle stratégie au lycée Pfizer. La concurrence qui s'intensifie sur le Vindaken. La direction a reconnu une certaine pression sur les parts de marché de nouveaux patients et des pressions sur le net pricing dû aux nouveaux contrats avec les payeurs. Les nouvelles acquisitions seront dilutives à court et moyen terme jusqu'en 2030 pour Metsera, ce qui posera problème sur les bénéfices avant de générer de la croissance. Donc ça veut dire que là, ils estiment qu'avant 2030, il n'y aura pas forcément de croissance. Et pour ça, ça partirait pour moi en poubelle pour Pfizer. Surtout si on regarde l'action, elle n'est pas exceptionnelle. Pfizer, c'est pas la boîte de qualité par excellence. On voit déjà qu'à part la dette et l'allocation, c'est pas terrible en termes de notation pour l'entreprise. On a ensuite une boîte qui, historiquement, a un ROIC qui est quand même assez faible, un ROCE qui est assez faible, qui est très en dessous de ce que je recherche. Je recherche du minimum 15% là-dessus. Alors les marges sont globalement bonnes. Et si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, c'est cyclique. Si on se met sur 30 ans, ça a toujours été cyclique. Et ça bouge pas trop. C'est depuis 2010, on est plus bas qu'en 2010. Ça fait depuis 15 ans que ça fait rien, Pfizer. Donc là, ça se va à la poubelle. Et si on regarde le net income, on peut regarder le net income. Alors là, c'est encore pire. Ça fait rien depuis 2001. Ça fait 20 ans sans rien faire, donc pas de croissance du bénéfice net. Forcément, c'est compliqué d'avoir de la croissance de l'action. Et les bénéfices nets par action, c'est plus ou moins pareil. Alors on peut se dire qu'à partir de maintenant, ça va reprendre son chemin et ça va réaugmenter. Mais on ajoute le fait que ce soit pharma, le fait que historiquement Pfizer est cyclique et n'a pas une historique qui est stable. Si on ajoute ça, ces deux-là, ça fait que je ne vois pas pourquoi on voudrait prendre le risque d'investir dans du Pfizer. Le risque est bien trop élevé, il n'y a pas assez à gagner là-dessus. Alors, on passe à la suivante, c'est Realty Income, une boîte qui est adorée par les gens qui font du dividende, par les investisseurs dividendes, parce qu'ils payent un très joli dividende. Si je ne dis pas de bêtises, c'est du 6% ou du 5%. Ça a 5,7%. Suite à l'annonce des résultats, l'action a bien chuté, moins 3, moins 4%. Et là, ça reprend tranquillement par rapport à avant, mais sans plus. Les raisons, c'est que on a donc déjà des bons rendements, mais il y a une chose qui est à noter ici, c'est le management qui estime qu'ils sont obligés de pivoter vers l'Europe. Que le marché américain est devenu de plus en plus concurrentiel en raison des plateformes plus petites. Realty Income s'exploite sa taille et son coût de capital pour dominer en Europe, profitant d'un paysage concurrentiel fragmenté et d'un coût de la dette d'environ 100 points de base inférieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon. Donc les points positifs, c'est l'agilité stratégique, ils sont capables de passer vers l'Europe, l'exécution du pipeline, la discipline financière et les performances du portefeuille, ainsi que les nouveaux relais de croissance qui sont en train d'arriver. Point négatif, c'est la concurrence aux US. C'est quand même le segment majeur pour eux, donc compliqué d'avoir de la croissance pour la boîte. La baisse de la part des locataires qui sont investment grade. Alors, ça a été... disons que les analystes l'ont noté, Mananos a expliqué que c'était surtout Dollar Tree qui vendait Family Dollar, qui n'est plus forcément une boîte investment grade suite à ça. Et la croissance de l'AFFO est stable, n'est pas explosive. Le T3 a été aidé par 0,03 de revenus non récurrents et la guidance 2025 implique une croissance modeste, en partie due aux investissements de l'entreprise. Donc là, c'est pas oufissime pour une boîte à dividendes. C'est pas forcément ce qu'il y aura de plus intéressant. Alors, pour quelqu'un qui veut purement du dividende, ça n'enlève pas la thèse. La thèse dividende est toujours validée pour Realty Income. La boîte est très bonne là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Par contre, pour quelqu'un qui veut de la croissance, il y a peu de croissance qui est estimée. Les bénéfices par action, ils sont en décroissance. Le free cash flow, lui, en croissance est bien. Le chiffre d'affaires, par contre, c'est un petit peu plus compliqué ce qui va être estimé. Donc, pour la valorisation, alors il nous faudrait utiliser le FFO plutôt que le net income. Donc, ça va être un peu plus compliqué à valoriser comme boîte. Mais en termes de valorisation à l'heure actuelle, on est sur une boîte, on va regarder l'évolution alors, il faudrait on va regarder le price sur free cash flow. Donc le price sur operating cash flow. Price sur operating cash flow, on est quand même on est plus ou moins sur la médiane. La médiane est à 15, on est légèrement au-dessus. Pour ensuite, derrière, une croissance qui ne va pas forcément être très élevée. Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué d'aller chercher de la performance. Alors, on va me dire, oui, mais il y a 5% de dividendes, quasiment 6% de dividendes
T'as juste besoin de grossir de 4% par an et de pas bouger le PER pour que ce soit rentable. Mais le problème avec ça, c'est que Lineant, c'est taxé à 30%. Donc ton 6%, déjà, il passe à 4%. C'est plus la même histoire. Donc pour moi, ça va sous-performer. OK, pour le moment. Peut-être que dans l'avenir, ça sous-performera à cause justement de cette rentabilité brute et nette du dividende. En brut, ça peut potentiellement, je mettrais peut-être neutre en brut, mais en net, pour moi, ça sous-performe et ça risque d'être assez compliqué pour la boîte. On passe à AMD. Donc AMD qui a avancé des résultats assez solides, a publié des résultats exceptionnels, marquant un point d'inflexion stratégique, une accélération de sa trajectoire de croissance. Le trimestre a été défini par des revenus et une rentabilité record, largement au-dessus des attentes, tirées par la force de ses activités CPU, data center, PC Ryzen, et une montée en puissance spectaculaire de ses GPU IA. Donc là, on dirait que le scénario pour AMD est en train de se réaliser. Disons que la prophétie que tout le monde voulait voir se réalise. Pourtant, l'action, sur l'annonce des résultats, je crois que les résultats, c'était là. Elle a perdu 7% et là, moins 11% depuis l'annonce des résultats. Donc, qu'est-ce qui a pu expliquer cette baisse? Déjà, on a le marché cette semaine était quand même assez baissier. Et une autre chose que je tiens à souligner, on va le voir après, mais les résultats ne sont pas ultra prédictibles pour l'entreprise. OK? Donc, chiffre d'affaires en hausse de 36%, bénéfice net en hausse de 31%, EPS 150%, c'est très très bon résultat. OK? Le free cash flow, pareil. Alors, les marges brutes, 54% qui sont stables. La marge utilisée était de 43%, et le 54% en excluant les charges liées à la Chine. Les marges opérationnelles, 24% contre 25%. OK, donc, légère baisse des marges opérationnelles. Et par contre, c'était 12% trimestre 2 2025, c'est impacté par ces charges. Donc, la rentabilité opérationnelle est robuste. Okay, donc, c'est pas trop mal. Ça a légèrement baissé, mais c'est pas trop mal. Les guidance, cela représente une croissance séquentielle. Donc, pour le quatrième trimestre, 4% sur le trimestre et 25% d'une année à l'autre, c'est bien. Les marges brutes autour de 54,5%. Manœuvre prévoit une croissance séquentielle continue au trimestre 4, tirée par une croissance à 2 chiffres du segment data center. Fait important, cette guidance, comme les résultats du T3, n'inclut aucune recette des produits MI 308 qui sont en Chine. Le ton est extrêmement confiant. Le trimestre 2 a prouvé que l'entreprise pouvait absorber un choc réglementaire majeur, donc le ban chinois, sans dérailler grâce à la force de son portefeuille. Son agilité de management parle désormais d'une trajectoire claire vers des dizaines de milliards de revenus annuels en 2027 pour l'IA. On a eu le partenariat avec OpenAI, blablabla. Donc, dans les points plus ou moins négatifs, c'est le risque lié à la Chine. Donc, le risque majeur, c'est matérialisé par une charge de 800 millions, mais le T3 prouve qu'AMD peut croître fortement sans ce marché, le rendant un risque géré et désormais intégré. Le risque de concentration, le partenariat avec OpenAI est si important qu'il crée un risque de concentration future. La direction a répondu aux analystes qu'elle dimensionnait sa chaîne d'approvisionnement pour de multiples clients à une échelle similaire, mais cela reste un point de vigilance. Les risques d'exécution, la livraison des déploiements à l'échelle du gigawatt en 2026 est un défi industriel composant packaging puissance électrique. Le management affirme avoir une chaîne d'approvisionnement solide et faiblesse de l'embarqué. Le segment embedded reste le point faible avec une baisse de 8%. Globalement, on a eu des bons résultats. On a des bons résultats de la part de l'entreprise. Les fondamentaux s'améliorent. Ils sont les challengers et ils tiennent bien leur position là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que ça a pu baisser? Il y a plusieurs explications. La première, c'est que déjà, on a un score pour l'entreprise qui n'est pas terrible. Pourquoi le score n'est pas terrible? Parce qu'historiquement, l'entreprise a une rentabilité qui n'est vraiment pas terrible. Le ROIC n'est pas terrible. Alors, on va aller regarder ça ensemble. On va aller regarder quelques ratios ensemble, mais ROIC n'est pas terrible. Les marges sont en belle croissance, mais c'était pas terrible jusqu'à présent, donc ça a bien impacté négativement le score. Par contre, on est sur une boîte qui commence à se redresser de plus en plus. Donc, on va regarder ici le ROCE sur le free cash flow. Vous voyez que c'est historiquement pas terrible. Okay, on a eu une année où c'est pas mal. Et en fait, le problème, c'est que ça enchaîne le pas terrible et le médiocre et le pas trop mal. Le ROCE, c'est plus ou moins pareil. Ça enchaîne le médiocre et le pas trop mal. Et donc, le problème de la boîte, c'est qu'elle est très cyclique. C'est-à-dire, c'est très, très, très cyclique. Là, visiblement, depuis qu'il y a la nouvelle PDG, ça s'améliore. Ils vont dans la bonne direction, mais c'est très compliqué, du coup, à valoriser une boîte aussi cyclique. Aujourd'hui, en termes de price earning, ça se paye quoi?
Ça se paye 111 fois les bénéfices, le free cash flow 81 fois le free cash flow. C'est cher. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'entreprise a eu une baisse. C'est parce qu'elle est très très chère. Okay, elle se paye très cher. Alors le forward est peut-être un peu plus faible, mais ça se paye très cher. Ça veut dire qu'il y a très peu de marge de sécurité pour la boîte. Donc moi, AMD, je le mets poubelle. Je le mets poubelle par rapport aux fondamentaux qui sont trop en dents de scie. Ils ne nous ont pas habitués à être stables par le passé. Donc c'est compliqué de se projeter dans l'avenir par rapport à ça. Et rien ne nous garantit que dans 1 an ou 2, on n'ait pas d'un coup une grosse baisse qui arrive sur les fondamentaux. On va passer à l'entreprise suivante qui est Ferrari. Ferrari qui s'est montré rassurant sur les earnings. Hein. Les derniers earnings n'ont pas été terribles. Hein. Mais là, on a eu les earnings et hop, la boîte a pris 5%. Si on regarde par rapport à plus récemment, octobre, on avait perdu 22% dans la journée. Juillet, on avait perdu 14% dans une journée aussi. Là, on rebondit gentiment. Ok, on rebondit gentiment. Ils ont annoncé des résultats qui sont pas mauvais, hein, des résultats solides, par exemple, qui sont cohérentes. La chose à marquer, ok, donc 7% de croissance, ça reste une boîte qui ne grossit pas beaucoup. Hein. La nuit, c'est une boîte qui, bon, c'est pas à plus de 10% par an en ce moment. Mais la chose qui a été très très bien, c'est le pivot stratégique Powertrain. C'est le plus important. Ferrari a délibérément regagné son offre 2030, l'objectif de 40% de modèles 100% électriques annoncé en 2022 est réduit à 20%. Les moteurs thermiques passent de 20 à 40% et les hybrides restent à 40%. Très intelligent. Je pense que c'est bien. Parce que ce qui caractérise Ferrari, les gens ne veulent pas une Ferrari électrique. Alors peut-être que certains veulent, hein, mais peut-être que pour certaines connexions, certains vont vouloir des Ferrari électriques, mais Ferrari, c'est le ronronnement du moteur. C'est le point de base, c'est le moteur Ferrari, c'est ce bruit du moteur Ferrari qui est si caractéristique, c'est ça qui fait la force de cette marque. Et donc là, de repasser sur les moteurs thermiques, etc., de bien ancrer ça, je pense que ça va dans la direction de ce que les clients veulent. Et là, pour le coup, je pense que c'est très malin stratégiquement d'avoir fait ça. Je pense que c'est la bonne décision qu'ils ont prise. Maintenant, est-ce que je pense que c'est une boîte qui va pouvoir surperformer ou pas dans le temps? Ça me semble un petit peu compliqué. Okay, ça me semble un petit peu compliqué. Je la laisse en sous-performe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les différents ratios, ça se paye 39 fois les bénéfices. Pareil, en 39 fois les bénéfices, hein, on se met sur 20 ans. On est sur une valorisation qui, historiquement, enfin, on se met depuis 2012, c'est le maximum où on peut aller. On est sur une valorisation qui est quand même haute. Hein. La médiane est à 37, on est à 39, donc on est légèrement au-dessus de la médiane. Pour une boîte qui va grossir de... Alors, on a un net income 1,6 milliard, un étant on prend un PER de 30. Pour faire de la performance, il faudrait grossir de 22-23% par an. Il faudrait que les bénéfices nets par action grossissent de 23% par an. Les estimations sont plutôt autour de 7%. Ok, peut-être 10% s'ils se bougent un petit peu. Donc on est très très loin de quelque chose qui est faisable. Donc on est gentil, on leur met du... Allez, on va être très gentil, on leur met du 12%. Il faudrait une baisse de 34% pour qu'on soit une fair value. Donc là, pour le coup, je trouve qu'on est vraiment très cher. Et en plus de ça, en gardant un PER de 30, donc en acceptant toujours que cette marque se paye avec un certain premium. Et donc là, pour moi, le premium est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Donc ça, je mets en sous-performe. Entreprise suivante, ça va être Duolingo. Duolingo qui... alors, une histoire assez marrante, parce que on a eu Joseph Carlson qui a commencé à en parler. Du coup, ça a été le sujet numéro 1 de la bourse pendant un petit moment. Ils ont annoncé leurs résultats, ça s'est complètement effondré, à moins 30%. Si on regarde depuis le début de l'année, on va se mettre sur un an. On a eu ici, petite hausse. Ensuite, ça recorrige, ça tombe fortement. Super résultat, grosse hausse. Et là, depuis, c'est la descente aux enfers. Ça a perdu 60%. Donc, la volatilité, quand même, dans l'année, a été quand même assez exceptionnelle. On est passé de une hausse de 60% pour ensuite prendre une baisse de 60%. C'est quand même... ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Duolingo, c'est une boîte quand même qui est assez récente. Et donc, dans les résultats, ce qui fait que ça a baissé, que ça n'a pas été terrible, il y a plusieurs raisons qui vont expliquer cette baisse. Le premier, c'est un pivot stratégique majeur. Prioriser la croissance des utilisateurs à long terme au détriment de la monétisation à court terme. Donc, a priori, ça va, ok, plus ou moins très bien. Pourtant, les chiffres ont été bons, hein, 41% de croissance de revenus, marge d'EBITDA aux alentours de 30%. Et c'est bien.
Utilisateurs actifs, plus 36%. Utilisateurs actifs mensuels, 20%. Abonnés payants, plus 34%. Chiffre d'affaires, plus 41%. Total booking, 33%. Bénéfice net de 192. Ce chiffre exclut un bénéfice fiscal exceptionnel non récurrent de 200 millions. Donc là, pareil, il faut ajuster ça. EBITDA ajusté à 80 millions contre 40, donc très très bien. Progression des marges, pourtant ça baisse. Ils ont des coûts d'IA plus faibles que prévu. Pourquoi ça baisse? C'est le pivot stratégique. Ok. Alors on va le voir dans les points négatifs, c'est la sous-performance de Max, la dépendance de la viralité. En fait, l'idée c'est qu'ils vont la rentabilité des DAU au trimestre 2 et 3 suite à la pause marketing montre une sensibilité notable à l'efficacité des campagnes sur les réseaux sociaux qui peuvent être volatiles. La décélération des bookings, la nouvelle stratégie implique une décélération de la croissance des revenus à court terme. Le marché pourrait interpréter cela comme un ralentissement de l'activité plutôt qu'un choix stratégique. Donc là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait moins de chiffres, que les chiffres et les bénéfices baissent pour Duolingo. Bénéfices qui baissent pour une entreprise qui est basée que sur la croissance. C'est pas terrible, sachant que c'est une entreprise qui est rentable depuis peu. Donc on voit une très belle croissance du chiffre d'affaires, mais quand on regarde le net income, c'est rentable que depuis 2 ans. Et donc là, de voir se reprendre à une stagnation, une baisse, pour une boîte qu'on paye globalement, alors là en ce moment c'est 20 fois les bénéfices, et avant ça, c'est une boîte qui se payait 30-40 fois les bénéfices, ok, le free cash flow 25 fois le free cash flow, ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc, alors, si là on a un net income qui est déclaré comme ça, mais on va être plutôt aux alentours de 80 millions. Donc si on se met à 80 millions, il faudrait une croissance de 50%. 50%, on va le mettre à 30 ici. 48-47% de croissance du free cash flow par action, faire du 13% par an. Ça me semble compliqué, ça me semble risqué. Moi, je le mets à la poubelle parce que ça me semble plus risqué que compliqué. C'est-à-dire que si vous estimez qu'ils ont un avantage compétitif que ça peut le faire, il faut voir déjà la croissance qu'il leur faut. Il faut voir la croissance qu'il leur faut. Les estimations sont autour de 36%, donc ça me semble un peu complexe, mais pourquoi pas. Mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Allez, il nous reste 5 boîtes. On va passer à Fortinet maintenant. Ok. Fortinet qui a eu un bon quarter, mais qui, encore une fois, alors là, ça a été un petit peu différent parce qu'ils ont eu la baisse suite à l'annonce et ça reprend directement. C'est-à-dire quoi? On a chuté de 12% suite à l'annonce et là, on a déjà repris 1000%. Pourquoi? Parce que les résultats sont bons. Et sauf que je pense qu'il y a eu des bots sur les marchés où il y a eu des liquidations qui ont eu lieu, qui ont fait beaucoup baisser certains titres parce qu'ils reprennent directement après. Croissance du chiffre d'affaires de 14%, product revenus qui ont grossi de 18%, billing qui grossit de 14%, operating margin à 32%, non-GAAP en record à 37%, donc augmentation des marges. Ils sont dans cette culture de customer first, ok, donc ils font tout pour que ce soit adapté le mieux aux clients. Là, on a une potentielle légère baisse de marge si on n'ajuste pas, qui est due au fait que ils ont augmenté leur budget marketing. Et en fait, même en augmentant ça, ils gardent des marges très élevées parce qu'ils ont un très bon produit, ils sont très bien positionnés. Donc, c'est pour ça qu'on a potentiellement une baisse parce qu'il y a eu cette dépense. Et la dépense a été parce qu'ils ont augmenté leur équipe de marketing plus que ils ont des problèmes. Et donc, ils veulent juste accélérer un petit peu. Donc, on peut potentiellement s'attendre à une accélération de la croissance pour l'entreprise. Ils font un bon travail parce qu'en ayant augmenté leur équipe marketing, ils arrivent à maintenir des marges qui sont très solides. Ok, ils ont une très belle croissance des operating income. Je pense que ça a beaucoup baissé directement parce que d'un coup, ils ont vu que le net income avait baissé par rapport à l'année dernière. Et donc, le fait que c'est baissé par rapport à l'année dernière, ils n'ont pas cherché à plus comprendre, à regarder plus en détail. Et ils se rendent compte et donc du coup, ils ont poussé à la baisse. Et ensuite, quand les gens ont pris le temps de lire ce qui se passait, etc., ils se sont rendus compte que non, effectivement, c'est normal. Et donc, la hausse est repartie. Si on regarde les repurchase of retirement and common stock, 2 milliards de rachats d'actions. Donc ça, c'est très très bien. Fait à potentiellement bon prix. Donc là, pour le coup, Fortinet, ça a été bien joué. Ça a été bien joué de leur part. Ça a été un bon finesse qu'ils nous ont fait. Maintenant, en termes de valorisation, pour faire du 13% par an, il faudrait une estimation de croissance à 18% de croissance du free cash flow par action par an. C'est faisable, mais ça me semble... c'est faisable, mais ça laisse pas beaucoup de marge de sécurité. Moi, je nous mettrais plutôt aux alentours de 15 pour la croissance du free cash flow par action, qui nous fait une fair value autour de 70.
plutôt 14-15. Pour moi, ma fair value est aux alentours de 70, il faudrait une baisse d'environ 15% pour y arriver. Donc, je mets Fortinet en neutre. C'est pas forcément sous-évalué, c'est pas surévalué non plus. Je le mets en neutre parce qu'il y a un potentiel de surperformance possible, mais les marges de sécurité ne sont pas assez élevées pour pouvoir l'affirmer assez fortement. Prochaine entreprise, Zoetis. Zoetis qui a eu des petits problèmes suite à l'annonce des résultats. L'action a bien plongé. Et là, malheureusement, c'est pas le cas de Fortinet où si on lit un peu mieux les résultats, ça nous donne quelque chose de finalement, c'est pas si mal. Non, là, pour le coup, pour Zoetis, ça a été mauvais et ça reste mauvais. Donc, ça a perdu moins 15% et là, ça continue à moins 17%. Pourquoi? Parce que alors, ils ont baissé leur guidance annuelle de revenus entre 6,5 et 8% de croissance à 5,5 à 6,5. C'est-à-dire que là, le bas de la fourchette, maintenant, c'est le haut de leur fourchette. Donc, pourquoi ça a baissé? Environnement macroéconomique plus difficile, pression concurrentielle accrue. Maintenant, ils montrent que de la résilience grâce au fait qu'ils soient diversifiés. La croissance dans le livestock, dans l'élevage, ça a permis d'ajuster un petit peu la chose et d'avoir une croissance de 4% en opérationnel organique. Maintenant, c'est pas terrible. Si on regarde les guidance, ADC est resserré. Historiquement, ce guidance était de 6,5 à 8. On passe de 6 et au trimestre 2. En fait, trimestre 1, c'était entre 6 et 8. Trimestre 2, ils ont augmenté la guidance pour la mettre à 6,5 à 8. Et là, ils la baissent pour la mettre à 5,5 à 6,5. Donc, ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe. C'est vraiment pas terrible, ça, de monter la guidance et de la rebaisser, mais surtout d'autant la baisser d'un trimestre à l'autre. Donc là, pour le coup, pas terrible. Le ton est nettement plus prudent. Les tendances macroéconomiques générales et l'environnement opérationnel. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Dans les commentaires, on a le pivot au trimestre 3. C'est présenté à justifier le ralentissement. Le CFO a souligné que contrairement aux années précédentes, les visites thérapeutiques étaient désormais en baisse, s'ajoutant à la faiblesse des visites de bien-être, ce qui impacte une nouvelle prescription. On a également le problème de Librela, donc c'est une acquisition qu'ils avaient fait. La franchise a chuté de 11%. Le management attribue ces difficultés à des perceptions erronées amplifiées sur les médias sociaux. La force de l'élevage, donc c'est ce qui donne des bonnes choses. Donc les points négatifs, donc ralentissement macro, échec lancement Librela, la pression concurrentielle. C'est les principales choses qui fait que l'entreprise a bien baissé. Elle se retrouve à un PER de 20. La valorisation, je pense que n'a pas aidé. On a une très bonne note ici globalement. On va avoir un gros ralentissement de croissance, donc ça va baisser un petit peu, mais on n'a pas de dette. Les marges sont très bonnes. La rentabilité est globalement très bonne. Il n'y a pas trop de capex, donc ça va. Ce qui a joué les tours, c'est, je pense, la valorisation qui était très élevée. Le PER, on va regarder ça. Et le PER était quand même bien monté. Donc là, on est en baisse, on est dans cette phase de baisse. On est sur quelque chose de... Alors, la médiane est autour de 36. Les gens étaient habitués à payer ça cher. Maintenant qu'ils doivent le payer pas trop cher, je pense que ça leur fait un petit peu bizarre. Donc, on va regarder. On a un net income de 2,651 $. Donc, si on a un PER de 23, alors, est-ce que 23, la médiane ici, passe de 19 à 23? Ouais, je pense que c'est plus ou moins jouable. 23 et 10% de croissance du bénéfice net par action, fait du 14%. Si on a 9, 13%, donc le marché s'attend plus ou moins à ça. Ce qui est faisable, ce qui est largement faisable. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher ces 9% de croissance du bénéfice par action? Je pense que oui, je pense qu'ils en sont capables. Je pense que c'est possible que ça fasse quelque chose. Donc, Zoetis, je le mets en potentiellement, ils ont les possibilités d'aller surperformer. Je n'ai pas investi dans cette boîte. Ce n'est pas une boîte que je surveille particulièrement. Donc, il faut creuser un peu plus l'analyse, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est possible. On passe à la boîte suivante, qui va être Uber. Uber qui a, je crois, a trop bougé suite aux annonces des résultats. C'est-à-dire qu'ils ont baissé et ensuite c'est reparti un petit peu. Non, c'est pas du tout reparti. Ils ont perdu 8%. Et ensuite c'est stable. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est tout simplement les bénéfices de Uber. C'est-à-dire que le bénéfice net artificiel ce trimestre, bénéfice de 6,6 milliards, c'est un chiffre exceptionnel, mais il est massivement gonflé par un gain fiscal non récurrent de 4,9 milliards. Et donc là,
Et pour le coup, il faut l'ajuster. Il faut ajuster ça. Et si on l'ajuste, bah, c'est plus aussi bien parce qu'on a un léger repris du free cash flow. Le free cash flow n'a pas vraiment grossi. Donc, malgré le fait qu'ils ont de la croissance un petit peu partout, ça ne s'est pas traduit dans les chiffres. Et le gros problème que je vois, moi, pour Uber, c'est ça. Les investissements dans les véhicules autonomes. C'est-à-dire que Uber, c'est une plateforme de mise en relation. Avec les véhicules autonomes, ça va leur faire baisser leur marge comme pas possible. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se concentrent pas sur rester sur Uber et de pas commencer à faire autre chose, d'aller concurrencer Google, Amazon, Tesla là-dedans. Ça peut être potentiellement une bonne idée. J'avais parlé de ça il y a quelques mois dans mes inquiétudes pour Uber, que s'ils restaient sur Uber, ça allait être pas mal. Par contre, s'ils allaient dans les véhicules autonomes, ça risquait de toucher beaucoup à la rentabilité de l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'entreprise a bien baissé suite à l'annonce des résultats. Et donc, on va regarder maintenant ce que ça peut donner en termes de valorisation, mais je ne suis pas convaincu qu'ils soient dans les meilleures positions maintenant suite à cette annonce de résultats et surtout s'ils vont investir autant dans les véhicules autonomes. C'est une boîte qui est récemment rentable, hein, donc ça, il faut le souligner aussi si on regarde le free cash flow, et que 2-3 ans qui sont rentables. On a un free cash flow potentiel pour l'année autour de 8 milliards. Il nous faudrait une croissance, donc si on prend 25 ici, il faudrait une croissance de 10% par an pour avoir un juste prix. Donc la boîte ne me semble pas forcément particulièrement chère. Elle ne me semble pas forcément particulièrement chère, mais pour le fait qu'elle soit trop récente, qu'elle soit rentable que depuis trop peu de temps, qu'on n'ait pas assez de vue sur tout ce qui se passe, moi je la mets poubelle, parce que je ne veux pas prendre le risque sur Uber. Maintenant, quelqu'un qui voudrait prendre le risque, elle est potentiellement pas trop chère à l'heure actuelle. Ça dépend de votre vision sur la boîte. On passe à la prochaine qui est Palantir. On finira avec Texas Pacific Land. Et donc Palantir. Palantir qui a bien baissé suite à l'annonce des résultats. Moins 18%. Pourtant, on pourrait se dire pourquoi les résultats ont été monumentaux. Pulvérisant les attentes. Marché américain plus 121%. Croissance totale d'achat d'affaires actionnaires de 63%. Marge opérationnelle de 51%. Donc, excellent, hein, c'est vraiment excellent comme chiffre. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les chiffres. Maintenant, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'ils sont très dépendants des US. Ils sont très, très dépendants des US. Faiblesse européenne, concentration US. Et en plus de ça, concentration sur potentiellement le gouvernement américain. Autre chose, c'est la façon dont le management s'exprime. Hein, c'est pas quelque chose qu'on veut forcément voir. Ils font pas forcément de rachat d'actions, j'ai envie de dire encore heureux vu la valorisation, mais le management, comment dire, le management est très dans le marketing, très dans le survendre, tout ça. C'est pas trop ma vision de l'investissement, c'est pas trop ma thèse et tout ça, tout ce que je veux dans tout ce que je veux dans une entreprise. Par contre, les chiffres sont bons, les chiffres sont très bons. C'est juste le discours du management qui est problématique et un peu trop sectaire. Si on regarde maintenant Palantir, la raison de la baisse, hein, c'est purement dû à la valorisation. La boîte avait atteint des niveaux de valorisation qui étaient complètement dingues. Il n'y a qu'à regarder le PER 366, le price sur free cash flow 215. Donc c'est des niveaux au-dessus de 30, c'est cher. Donc là, vous voyez bien qu'on est quand même à des niveaux, il faut être complètement dans un monde perché pour se dire que c'est pas cher de payer ça pour Palantir. Alors, on va regarder très rapidement le free cash flow, comment il évolue. Free cash flow, on a 1,7 milliard. 1,7 milliard, il faudrait une croissance. Hein. Donc là, on a un price sur free cash flow allez, on va mettre 50, on va être encore plus fou. Il faudrait une croissance de 85%, 86%. Il faudrait 86% par an de croissance du free cash flow par action pendant 3 ans pour avoir une valorisation qui soit justifiée. Si on se met sur 5 ans, par an, il faudrait du 55, un peu moins, 52. 52 pour un price sur free cash flow à 50. Donc c'est quand même, ça laisse très peu de marge de sécurité. Hein. Ça laisse très 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 peu de marge de sécurité. Donc moi, je ne m'amuserai pas à ça. Moi, je la mets en sous-performe parce que les marges de sécurité sont complètement délirantes. Ça va pas, mais vraiment, vraiment pas du tout. On va passer à TPL maintenant. Donc Texas Pacific Land, qui a annoncé des résultats très bons. Hein. C'est simple, l'action a bondi.
suite à l'annonce des résultats. Alors bon, là, ça repère dans la foulée, mais ça bondit suite à l'annonce des résultats. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait une acquisition très intéressante. OK? Donc déjà, premièrement, ils dépassent pour la première fois les 200 millions de revenus, de chiffre d'affaires, alors que le prix des matières premières fait partie des plus faibles depuis 2020, le prix du pétrole. Donc c'est quand même très très bien. Ils ont également encore plus, ils passent agressivement à l'offensive en matière d'allocation de capital. L'entreprise a utilisé sa trésorerie de 532 milliards sans dette pour financer une acquisition de royalties à 474 millions. Donc pas milliards, pardon. Et a simultanément obtenu sa toute première ligne de crédit à 500 millions qui reste non utilisée. Ce trimestre, un primo utilise sa forteresse non plus comme un bouclier, mais comme une arme pour consolider des actifs. Donc, très bon pour avoir de la croissance. On a dans les choses qui ont été très bons pour l'entreprise, très bonne allocation du capital avec cette croissance, la force du bilan utilisé, ok, et surtout la performance opérationnelle, les royalties plus fortes et surtout des royalties liées à l'eau. L'eau a très très bien progressé. La tendance production de royalties pétrole et gaz record de 36 300 barils, ok, contre 33 200 au T2 et 31 100 au T1. Les ventes d'eau record de 44 millions. Ok, ça j'ai un rebond spectaculaire par rapport aux 25 millions du T2. Ça va dire l'explication du management au trimestre 2 sur laquelle la faiblesse était due à des reports d'activité des opérateurs et non à un problème structurel. Et les royalties record de 32 millions poursuivant une croissance séculaire. La guidance, le ton est quand même confiant. Le ton était prudent, axé sur la volatilité arrière du modèle. Trimestre 3 2025, le ton est opportuniste. Le management parle d'une opportunité unique et attrayante et de la capacité à arbitrer les valorisations déprimées grâce à la faiblesse des prix du pétrole et un accès facile au capital. Ok, donc, projet stratégique, la désalinisation, projet de 10 000 barils par jour, est toujours en cours de construction à Orla, au Texas. La mise en service est attendue d'ici la fin de l'année. Un calendrier cohérent avec trimestre 1 et 2. Les estimations de CAPEX restent inchangées. Donc là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il faut garder en tête que Texas Pacific Land, c'est pas les meilleurs managers du monde. Donc, ces 500 millions de dettes, à quoi vont-ils servir? Est-ce qu'ils vont faire des acquisitions intéressantes? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'intelligent avec cet argent? Est-ce qu'ils vont faire des rachats d'actions? C'est ça le grand point de doute autour de cette entreprise. On voit note 87, la qualité est exceptionnelle, la croissance magnifique, free cash flow, CA, bénéfice net très bien, la dette, il n'y a quasiment pas. Maintenant, il y en a, mais il n'y en avait pas à la base. Marge très très bonne, marge opérationnelle 76%, c'est quand même exceptionnel. Rentabilité 40% du ROE. 35% des ROIC, 45% des ROCE. Donc là, encore une fois, très 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 bien. On va aller valoriser ça rapidement. Hop. Donc le net income est à 476 millions. Pour faire du 13% par an, il faudrait une croissance du free cash, du bénéfice par action de 22% par an. 22% par an en ayant un PER de 30. Est-ce que c'est possible? Et oui. Est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Je trouve que ça n'est vraiment pas assez de marge de sécurité. Avec des bonnes marges de sécurité, sachant que la croissance historique du bénéfice par action était plutôt autour de 28% par an. Donc, attention, le 22% est faisable, mais je pense qu'on va plutôt ralentir tranquillement là-dessus. Honnêtement, il faut être plus à l'aise autour de 17%. OK. Et pour 17%, ça nous fait une fair value à $780. $780. C'est un peu cher. Cette année, on n'a pas atteint le prix. Donc, il faut encore une petite baisse de l'action pour qu'on atteigne ce prix qui me semble être intéressant aux alentours de 780, 750, entre 750 et $800. Ça peut potentiellement être intéressant d'ouvrir une position sur TPL. Mais au-delà de ça, ça me semble... C'est pour ça que pour le moment, je me mets en sous-performe, mais il y a moyen qu'on arrive à un moment à un prix intéressant et que ça puisse passer en surperforme et que je l'intègre au portefeuille. C'est une boîte que je pourrais complètement intégrer au portefeuille. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et vous professionnaliser dans votre analyse, rejoindre un club, suivre mon portefeuille qui génère plus de 20% par an et apprendre comment vous aussi construire votre propre portefeuille qui génère plus de 20% par an, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre mon club d'investisseurs. On se retrouve maintenant dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce classement, ce que vous auriez changé, ce que vous auriez fait différemment. Également ce que vous avez pensé de tous ces earnings. Et pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.
On se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.